Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel pour savoir ou apprendre comment réaliser une cartographie d'occupation du sol automatique à partir d'un réseau de neurones en deep learning sous Docker avec l'outil OrthoToolbox TensorFlow. Afin de réaliser les différentes manipulations, vous aurez besoin au préalable de plusieurs outils. Pour commencer, vous aurez besoin tout simplement de Docker, évidemment Docker Desktop, que vous pouvez directement télécharger sur ce lien ci-dessous. Si nécessaire, je fournirai tous les liens pour le bien du tutoriel. A savoir que je réalise moi mon tutoriel sur Windows Subsystem for Linux, pardon, donc WSL. Donc je télécharge directement Docker Desktop pour Windows, puis par la suite en fait avec WSL, mais je parlerai de ça plus tard. Le tout est de savoir quand même que vous pouvez réaliser toutes ces choses-là avec Windows ou avec Linux, sachant que sous Linux c'est quand même plus simple, je dirais. Donc voilà. Avant d'installer Docker Desktop et de faire toutes les manipulations sur OrthoToolbox TensorFlow pour réaliser une cartographie d'occupation du sol, il est important d'avoir une version de WSL à jour, et surtout la version WSL 2, parce qu'il est possible que vous ayez par défaut la version 1 de WSL. Je ne vais pas en revenir en détail sur comment installer WSL, c'est vraiment simple. Pour cela, il suffit tout simplement d'aller sur la page internet dédiée pour l'installation de Linux sur Windows avec WSL. Pardon. Il y a seulement quelques lignes de commande à taper sur le prompt Windows, puis vous aurez WSL. Voilà, on peut maintenant passer à Docker Desktop. Lorsque vous aurez téléchargé Docker Desktop, voici l'interface que vous aurez, sans les différentes images et conteneurs, donc tout ça sera vide. La chose à faire avant de commencer les manipulations sur Docker, pour ceux qui seront en tout cas ou qui travailleront avec WSL, est d'aller dans les paramètres et de cocher Use WSL2 Based Engine, ainsi que dans Ressources, puis WSL Intégration, de cliquer, d'activer votre intégration selon le différent OS que vous allez utiliser sur Linux. Donc pour ma part, ça sera Ubuntu. À savoir que ce n'est pas forcément coché par défaut, donc c'est vraiment très important de le faire pour pouvoir utiliser Docker avec WSL. Pour les personnes qui sont sur Linux directement, vous n'êtes pas concernés, normalement tout est fait normalement. Avant de commencer les différentes manipulations sur OrthoToolbox TensorFlow à partir de Docker, j'aimerais tout de même rappeler l'intérêt d'utiliser Docker par rapport à l'utilisation classique en fait des librairies à partir d'installations Conda. L'intérêt dans un premier temps est tout simplement d'éviter les problèmes de dépendance, car lorsqu'on installe un outil Docker, donc tout simplement ce que l'on appelle une image, on aura l'image prête à être utilisée avec les différentes dépendances, les différentes librairies préinstallées avec la version adéquate. L'intérêt est qu'on n'a pas à télécharger toutes les librairies, alors ça peut être Raster.io, TensorFlow tout simplement, ou encore Panda, à une certaine version, tout est installé à la bonne version au préalable. Par exemple, lorsque j'installe le nom qui est ici MDL for AO OTBTF, donc OTBTF qui veut dire OrthoToolbox TensorFlow, j'installe la version 4 avec les GPU, donc avec la carte graphique, car il est possible aussi de télécharger pour les CPU seulement, donc seulement avec les processeurs. J'utilise la dernière version de OrthoToolbox qui est donc celle-là, qui correspond à différentes versions de chacune des librairies qui contient. Si j'avais installé par exemple OrthoToolbox, donc exactement la même chose là, mais en version 3.3.3, qui est la version juste avant, certainement que les librairies Python auraient été différentes. Et donc l'intérêt c'est que on peut se mettre à jour beaucoup plus vite, au lieu de à chaque fois réinstaller les librairies, refaire des environnements Conda et les réutiliser. Sachant qu'on peut totalement intégrer OrthoToolbox sur Visual Studio ou dans un IDE pour coder avec. Donc voilà. Nous allons donc maintenant commencer, alors dans un premier temps, l'installation d'une image Docker. Donc pour le coup, une image Docker, celle qui nous intéresse aujourd'hui, ça sera l'image
Orfeo Toolbox TensorFlow, donc qui nous permet en fait de produire des manipulations géospatiales raster. Mais à savoir en fait qu'il existe un nombre incalculable d'images Docker pour un nombre d'utilisations divers et variés. Donc si vous utilisez Docker, vous pouvez l'utiliser pour TensorFlow, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour beaucoup d'autres choses, aussi bien pour des systèmes d'information géographique que pour du code, que pour plein d'autres choses. En fait, il existe plusieurs façons d'installer un Docker, une image Docker. En fait, vous pouvez tout simplement le télécharger directement depuis l'interface Docker Desktop qui est connectée avec WSL. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà installé quelques-unes. En fait, il vous suffit tout simplement de chercher l'image, donc dans Images, celle qui vous intéresse. Comme j'ai dit, nous, ce sera celle d'OTBTF qui nous intéresse, donc en fait, il suffit tout simplement d'écrire OTBTF dans les images. Vous aurez ensuite toutes les versions d'OTBTF qui vous intéressent, à savoir qu'il est important quand même de prendre celles qui sont en MDL for EO, c'est celles qui sont plus ou moins officielles, parce qu'il existe d'autres dont je ne connais pas vraiment la teneur. Et en fait, vous pouvez donc télécharger les différentes images et containers qui vous intéressent. Donc le nom sera là dans les containers. Ça, ce sont des anciennes versions, donc je vous conseille pas forcément de les télécharger, sauf si des outils dans ces versions-là existent et n'existent plus maintenant. Et en fait, vous aurez tout simplement à faire run, et celui-ci s'installera, comme vous pouvez le voir ici. Bon, à savoir que je le supprimerai, vu que j'utilise déjà la version 4. La façon la plus simple à mes yeux d'installer une image Docker, donc pour Orfeo Toolbox par exemple, c'est ce que vous pouvez voir ici, c'est tout simplement une ligne de commande. En fait, c'est avec l'outil pool. Nous allons utiliser donc l'outil pool, Docker pool, suivi de l'image que vous voulez télécharger. Donc dans mon cas présent, ça sera le lien entre guillemets mdl for eo / otbtf 2.3.3.3, donc la version 3.3, GPU, donc toujours GPU, si l'on veut utiliser notre carte graphique, si on en a une. Auquel cas, on utilisera plutôt CPU. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait au préalable ici, donc normalement lorsque vous lancez, vous faites entrer ensuite, vous aurez une liste de différentes choses qui vont s'afficher pour tout simplement télécharger l'image. Et lorsque vous allez vérifier sur votre Docker, normalement celui-ci s'affichera. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, mdl for eo / otbtf -gpu. Et donc si vous l'avez ici, c'est que celui-ci a été téléchargé. Et vous pouvez voir qu'il n'est pas en utilisation. Maintenant que nous avons bien téléchargé notre image Docker, nous pouvons donc l'utiliser. La meilleure façon pour moi d'utiliser une image Docker est tout simplement d'utiliser de façon interactive, de rentrer dans le Docker afin d'utiliser tous ces outils sans avoir à faire des lignes de commande à rallonge, parce qu'il est aussi possible de run entre guillemets un Docker, une image Docker, seulement avec un outil. Imaginons, c'est ce que nous avons montré auparavant avec le patch extraction. Sauf que cela demande de faire de longues lignes de commande, ce qui n'est pas optimisé. La meilleure chose pour cela, c'est donc de rentrer de façon interactive. Pour cela, il y a une ligne de commande. Voici donc la ligne de commande, par exemple. Il peut y avoir des variantes, mais celle-ci peut être totalement utilisée dans votre cas. Nous allons utiliser Docker Run, puis .gpu all. Alors, là c'est dans mon cas où moi j'ai une carte graphique. Alors j'aurais pu aussi mettre GPU 0 pour la device, pour 0 parce que j'ai qu'une seule carte graphique. GPU all, ça va plutôt être préférentiellement dans le cas où votre station de calcul a plusieurs cartes graphiques. Et enfin, chose importante, c'est ce que vous pouvez voir ici, c'est je compile, c'est-à-dire je monte mon chemin en local, mntc user pc bureau, à la destination home. La destination home, c'est tout simplement le chemin initial lorsqu'on est dans notre Docker, dans notre image. Et enfin, mntc user pc bureau, c'est en fait mon chemin pour mes fichiers locaux. Qu'est-ce que ça veut dire monter? Ça veut dire tout simplement de faire un lien symbolique entre mon chemin source, comme on peut voir CRC, source, et mon chemin destination, afin que tous mes fichiers qui sont présents dans le chemin mntc user pc bureau soient retrouvables à partir du home. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est dans une image Docker, on ne peut pas avoir accès à nos fichiers locaux. C'est pour ça qu'il faut faire donc ce qu'on appelle un lien symbolique,
en montant, en compilant en fait, nos deux chemins. Si j'avais pas fait ça, si j'avais pas mis source mntc user pc bureau, j'aurais tout simplement été dans le home sans n'avoir accès en fait à mes fichiers locaux. Donc c'est vraiment important en fait de faire cette ligne de commande parce que sinon on pourra lancer tous les algorithmes, tous les calculs que l'on souhaite, mais si on ne peut pas le faire avec nos données d'entrée, ça n'a pas d'importance. Enfin, toujours mdl for IO /otbtf 4.0.0. Bien sûr, vous pouvez moduler selon votre version et si vous souhaitez utiliser un GPU ou un CPU. Auquel cas, si vous faites CPU et que vous l'avez téléchargé au préalable, inutile de mettre GPU all, évidemment. GPU all sera seulement pour dans le cas où vous utilisez une carte graphique. Et voilà, et donc lorsque nous avons notre ligne de commande prête à l'emploi, notre image téléchargée, à savoir qu'en fait, vous pouvez tout simplement utiliser cette ligne de commande sans avoir téléchargé au préalable MDL for IO TBTF 4.0.0, car si vous ne l'avez pas, Docker va vous le télécharger automatiquement. Donc si vous voulez économiser un peu de temps, c'est tout à fait possible. Là vous pouvez voir en haut en fait que j'ai oublié de changer le CPU par GPU, donc en fait il était parti me chercher le 4.0.0 CPU. Il l'avait pas trouvé en local, donc il a été le chercher sur le lien. Et comme le lien est bon, il l'a trouvé. Alors bien évidemment j'ai arrêté le téléchargement parce que c'était inutile pour ma part, mais dans votre cas ça peut l'être. Donc je fais entrer. Ça peut prendre un peu de temps, donc voilà. J'ai lorsque vous êtes en format interactif, il va vous donner OTB user. Alors ça c'est le cas pour lorsque vous voulez faire évidemment utiliser des outils off out of box. Ce ne sera pas forcément le cas lorsque vous utilisez une autre image Docker, mais dans notre cas ça fonctionne. Et là, si je fais ls non pardon attendez cd donc afin de arriver dans le home, voilà je suis bien dans le home et que je fais ls, je trouve en fait tous les fichiers et données qui se retrouvent dans mon bureau, tout simplement. Et si je veux tout simplement accéder à mes fichiers de travail, je vais faire cd home, dans mon cas travail est juste ici, travail, et voilà, donc ensuite après je peux faire ls et donc j'aurai toutes les choses qui m'intéressent dans mon cas. C'est ce qu'on décortiquera après, pardon. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il faut absolument, et j'insiste là-dessus, CUDA en fait, pour utiliser votre carte graphique lorsque vous utilisez un calcul. Alors comment savoir... Donc en fait il faut le télécharger avant, dans votre Docker ou sur WSL, CUDA ainsi que le NVIDIA Toolkit. À savoir que vous ne pouvez utiliser une carte graphique seulement si c'est une NVIDIA, il n'y a pas de façon d'utiliser une carte graphique AMD en deep learning sur Docker pour l'instant. Lorsque vous aurez téléchargé CUDA, donc c'est assez simple aussi, hein, c'est quelques lignes de commande dans WSL lorsque vous aurez téléchargé WSL. A savoir que si vous êtes seulement sur CPU, ce n'est pas nécessaire de télécharger CUDA. Et enfin, comment savoir si vous avez bien CUDA? Bon, alors déjà, lorsque vous entrez en format interactif, il vous le dit, hein, CUDA version 12.0.1. Et chose importante, comment savoir si Docker capte bien votre carte graphique, vous faites tout simplement NVIDIA-du6 SMI. Et enfin, voilà, donc dans ma part, il va trouver les drivers, donc la version driver ci-dessous, non pardon, ici, la version CUDA qui est celle-ci, donc la 12.1, et enfin il va me donner donc quelle carte graphique j'ai en ma possession, donc pour le coup c'est une RTX 3080, la consommation, l'utilisation de la mémoire et le pourcentage d'utilisation. Bon, comme je n'utilise pas ou je n'ai pas lancé de calcul pour le moment, je n'ai rien. C'est ce que vous pouvez voir ici, aucun process. Voilà. Maintenant que nous avons notre image Docker prête à utilisation en mode interactif, nous pouvons donc commencer nos différents processus pour réaliser une cartographie d'occupation du sol. Dans le cas présent, nous cherchons à faire une occupation du sol, mais en fait, il y a de nombreuses choses qu'il est possible de faire avec Orthotoolbox TensorFlow, notamment de la super résolution, du pré-processing d'images satellites et de nombreuses autres choses. Tout ça implémenté en deep learning. Il est aussi possible totalement de faire du machine learning avec des algorithmes un peu plus classiques comme le random forest ou DSV. Aujourd'hui, nous allons juste faire une cartographie d'occupation du sol à partir d'un réseau de neurones assez simple.
Donc pour commencer, j'aimerais tout de même introduire mes sources. Je me base énormément sur cet article de Rémi Cresson, donc, qui est le développeur de Orphéo Toolbox TensorFlow notamment, pas seulement, mais qui fait partie de l'équipe de Orphéo Toolbox, qui résume les lignes de commande et comment réaliser tout simplement une cartographie d'occupation du sol à partir des outils Orphéo Toolbox et des algorithmes. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description de la vidéo pour que ce soit plus simple pour vous. Pour commencer, évidemment, vous devez donc normaliser les données. Alors dans son cas, il utilise une donnée Sentinel-2, mais dans mon cas, je vais plutôt utiliser une image Pléiade. Une image donc, en 4 bandes spectrales, ce qui sera aussi mon cas. À savoir que vous pouvez évidemment moduler tout ça en 3 bandes spectrales seulement RVB ou en 7, 8 bandes spectrales. C'est bien évidemment, plus il y aura de bandes spectrales, plus les fichiers seront gros. Et le temps de calcul aussi. Donc pour normaliser mes données, il est bien évidemment possible de le faire en ligne de commande depuis OTB user Docker image. Pour ma part, je préfère le faire sur QGIS directement, donc ça sera la seule fois où on va utiliser QGIS. Si vous n'avez pas QGIS, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire en ligne de commande, mais je trouve ça plus simple de le faire pour le coup sur QGIS seulement sur cet outil. Donc vous allez utiliser l'outil BandMathX, donc comme dans l'article de Rémi Cresson. Vous allez tout simplement sélectionner vos différentes bandes spectrales. Donc ici c'est une seule et même date avec les 4 bandes spectrales, donc rouge, vert, bleu et infrarouge, pardon. Vous allez mettre l'expression, donc l'expression qui est la même qu'ici, donc qui va tout simplement normaliser vos données. Je vais ici le copier et le coller directement dans QGIS. Voilà, et puis vous allez donner un chemin pour votre output, donc je vais pas lancer l'algorithme parce que j'ai déjà le résultat que je vais vous donner juste après. Et donc vous donnez tout simplement un nom de fichier en pointif, c'est important, et puis vous enregistrerez, et puis vous exécuterez le calcul. Lorsque le calcul sera fini, ce qui peut prendre, encore une fois, je le répète, un petit peu de temps, en fait ça va beaucoup dépendre de vos images. Si vous utilisez des images Sentinel-2, ça sera beaucoup plus rapide que si vous utilisez des images Pléiade qui sont à 50 cm, tout va dépendre de la résolution et aussi bien sûr de la superficie de votre image. Lorsque vous aurez réalisé tout ça, donc ici mes 4 images en bandes séparées, vous aurez un stack des images normalisées, donc moi je les ai appelées B1 Normalized Stack Raster, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, et voilà. Donc ça sera l'image que l'on va vouloir classifier, donc une image Pléiade en 4 bandes spectrales, qui représente Crozon en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des trous en fait? C'est parce que moi dans mes problématiques je souhaite cartographier les zones humides, auquel cas les zones en blanc sont des espaces humides. Donc là c'est surtout des espaces plutôt à caractéristiques non humides en fait que je cartographie. Enfin cela n'a pas d'importance, en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que donc l'image a bien été normalisée. Comment le vérifier? On peut regarder dans les rendus des bandes raster et on peut voir que les valeurs sont situées entre 0 et 1. Et si on regarde un peu dans les informations, en fait, là on peut voir 0, 0,5, voilà, hop, on navigue, et donc on peut voir que ça n'est jamais au-dessus de 1, et jamais en dessous de 0 évidemment. Voilà. Maintenant que nous avons normalisé nos données et que nous avons notre image Pléiade normalisée et prête à l'emploi, nous allons créer notre jeu de données. L'avantage avec Orphéo Toolbox TensorFlow, c'est que la création des jeux de données d'entraînement et de validation est somme toute assez simple. Avant de réaliser la sélection des samples, donc pour créer un jeu de données, nous allons les visualiser. Il faut savoir tout de même qu'il y a plusieurs façons de réaliser un jeu de données avec Orphéo Toolbox. Je vais en expliciter un qui est à mes yeux le plus simple, mais il est tout à fait possible et envisageable d'utiliser une autre méthode. J'ai donc 2 rasters qui représentent mes jeux de données d'entraînement et de validation, qui sont issus d'une digitalisation de ma part à travers des données exogènes, donc par exemple le RPG, le BD Topo, etc., que j'ai digitalisé puis exporté et rasterisé, avec l'outil tout simplement conversion puis rasterisation. C'est à mes yeux la meilleure façon, parce qu'ensuite après on n'a plus qu'à extraire des points à partir des données rasterisées
c'est ce que je vais vous montrer juste après. Chaque... alors ce ne sont pas vraiment des polygones, mais en tout cas chaque imagette, entre guillemets, correspond à une classe d'occupation du sol. Par exemple ici c'est 7, 7, 7, donc chaque couleur en fait. Hein. À savoir qu'il est donc très important que vos classes d'occupation du sol soient numérotées à partir de 1 en fait. C'est-à-dire que si vos données ne commencent pas par 1 et suivent par 2, 3, 4, c'est-à-dire que par imaginons elles commencent à 7, puis 15, puis 22, malheureusement l'algorithme n'arrivera pas à entraîner les données. Il a besoin vraiment que les données soient numérotées de façon croissante et classique entre guillemets, allant de 1 à le nombre total de classes d'occupation du sol que vous avez. Donc voilà. Maintenant que nous avons donc visualisé les données et que nous savons ça, nous pouvons donc passer à la sélection des samples. Donc j'ai préparé pour vous la ligne de commande qui va ressembler à ça en fait. On va la décortiquer ensemble avant de la lancer. Donc la ligne de commande sera otb-cli-8 label image sample sélection. InRef va correspondre tout simplement à notre image d'entrée que l'on veut que l'on veut traiter, pardon. DoTrain Rasterize, donc là ça va être mes données d'entraînement au formatif. NoData, qui est une chose très importante en fait, qui va être tout simplement l'argument qui va permettre de faire comprendre à l'algorithme qu'est-ce qui correspond à des données d'entraînement et qu'est-ce qui ne correspond pas à des données d'entraînement. C'est ce que vous devez au préalable configurer lorsque vous rasterisez vos jeux de données en fait, lorsque vous le faites sur QGIS par exemple et que vous allez mettre dans l'outil dans l'outil conversion rasterisée, dans afficher une valeur nulle spécifiée aux bandes de sortie par exemple, et bien imaginons là vous allez mettre 255. Voilà. Enfin l'output, donc DoTrain. Alors le mien a un nom un peu bizarre parce que j'avais déjà un fichier qui s'appelait comme cela. Enfin stratégie constant, alors voilà, il va prendre des données de façon constante. Et on peut aussi utiliser random pour qu'il y ait plus de hasard dans la stratégie de sélection des données, puis le nombre. Donc comme vous le savez, pour entraîner un réseau de neurones, il faut un jeu de données volumineux. C'est ce qu'on fait ici, donc 5000 points par classe d'occupation du sol, ça correspond à 5000, pardon. Oui, pardon, j'ai dit 5000, pardon. Imagettes qui va correspondre à nos données d'entraînement. Bien évidemment, plus vous mettrez de points, plus le temps de calcul sera long. On n'a plus qu'à faire entrer. Hop, donc les métadonnées s'affichent, puis nous avons une barre de progression, et enfin on aura notre résultat. Voici à quoi ressemblent les données d'entraînement et de validation. Ce sont tout simplement des points répartis dans chacune des données d'entraînement. Ah, pardon, je me suis trompé. Voilà. Qui est distribuée de façon uniforme sur chacune des données. Si on regarde dans la table d'attributs, on va se rendre compte qu'on a bien le nombre d'entités que l'on souhaite avec les différentes classes, partant de 0 jusqu'au, donc dans notre cas 7, avec le champ d'attributs classe. La prochaine étape, après avoir extrait nos samples, c'est de extraire les patchs à partir des samples que nous aurons sélectionnés au préalable. Donc voici à quoi va ressembler notre ligne de commande, tout simplement otb-cli_patch extraction. En source, nous allons reprendre notre image stackée et normalisée. Enfin, en argument, nous allons donner la taille des patchs, donc ici ça sera 16 par 16 pixels. Il est totalement envisageable de faire en 32 par 32, en 64 par 64, ou même en 128 par 128. Tout cela va dépendre de la finesse de cartographie que vous voulez, mais aussi de la capacité de calcul de votre PC, ou encore des problématiques que vous souhaitez cartographier, dans le sens où, évidemment, plus vous allez mettre des patchs grands en termes de taille de pixels,
plus ça risque de cartographier des objets d'occupation du sol qui seront volumineux. Donc si vous voulez cartographier peut-être des choses qui sont à une taille plus restreinte, privilégiez peut-être des plus petits patchs. Après évidemment je dis cela, mais tout cela va être en fonction aussi de la résolution spatiale en fait de vos objets et de votre image d'entrée. Si vous avez une image à une échelle très résolue, forcément vous pouvez vous permettre de mettre des patchs un peu plus grands, parce que dans tous les cas 16x16 risque d'être un peu limité pour délimiter l'objet que vous voulez voir classé. Enfin, vous allez mettre en out un patch train pointif, donc ce qui va correspondre à nos imagettes d'entraînement. Field class, donc classe, car dans notre cas, les champs d'attributs, comme j'avais montré auparavant, correspond à classe, CLA2S. Si vous utilisez notre méthode pour la simple sélection, faites bien attention de changer classe par le nom de votre champ d'attributs qui correspond à votre classe d'occupation du sol. Enfin, outLabel va correspondre au label, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Alors, vous n'aurez plus qu'à faire entrer, je ne vais pas le faire pour ma part, j'ai déjà réalisé le calcul, je vais vous montrer le résultat de suite. Maintenant que nous avons le résultat, nous pouvons les visualiser. Alors, petit disclaimer avant de pouvoir visualiser les données, il est important de noter que tout ce que je réalise là pour les données d'entraînement, il faut aussi les faire pour les données de validation. Bien entendu, le sample sélection et l'extraction des patchs est aussi à faire pour les données de validation pour, après, pouvoir entraîner notre modèle. J'ai aussi oublié de mentionner que DETrain est le résultat de notre sélection avec l'outil label image sample sélection. Donc voici à quoi va ressembler en fait les données, donc les patchs et les labels. En fait ce sont tout simplement les petites imagettes en 16x16 en format colonne. Et chacune des petites imagettes en 16x16 va correspondre à une classe d'occupation du sol. Par exemple ici, imaginons, ça va être un territoire artificialisé. Les labels en fait va permettre de faire le lien symbolique entre l'image et la classe d'occupation du sol. Chaque bande, la bande 1 va correspondre au numéro de la classe d'occupation du sol. Donc imaginons là 2500e imagette correspond à la valeur d'occupation de la valeur 7 et ainsi de suite. Alors ce n'est pas forcément très important, mais c'est toujours bien de pouvoir les visualiser. Maintenant que nous avons nos données prêtes à l'emploi, nous pouvons entraîner nos données. Alors le grand avantage de Toolbox TensorFlow, c'est que Rémi Cresson, ou en tout cas l'équipe qui est en charge de Toolbox TensorFlow, a mis à disposition des réseaux de neurones à convolution à entraîner tout simplement. Donc des réseaux très très simples qu'il est possible d'entraîner et qu'il est possible de modifier pour l'implantation. Donc il le donne ici, il est aussi possible de, en cliquant ici, de en retrouver 3. Alors je l'ai intégré moi dans mon IDE afin de pouvoir, pour d'autres calculs, les moduler et les paramétrer à mon goût en fait, lorsque je veux tout simplement utiliser un nombre de classes différents que 8 ou avec plus de convolutions. Donc chacun est libre de moduler ou de modifier en tout cas le code comme il le souhaite. L'avantage est que on peut directement lancer ce code à partir de la ligne de commande. Donc j'insiste sur le fait qu'il y a quand même une petite chose à modifier, ça va être n classe égale 8. Dans mon cas, j'ai tel nombre de classes, donc j'en ai 8 en effet. Mais si vous en avez moins ou plus, il faudra tout de même changer cette variable. Si vous souhaitez ajouter des convolutions, ajouter ou changer le placeholder ou toute autre chose, il est tout à fait possible de modifier votre code comme vous le souhaitez. Maintenant que notre jeu de données est prêt à l'emploi et que votre code Python a été modifié pour votre usage, nous pouvons donc lancer la ligne de commande pour créer en tout cas notre fichier qui va héberger notre modèle. Voici à quoi va ressembler la ligne de commande. Ça va être Python suivi de createModel1.py, donc c'est exactement le même nom que ce qui est mentionné dans l'article, suivi de l'argument data/result save model, donc c'est là que le modèle va s'enregistrer.
À savoir que donc évidemment create-model 1.py est situé dans mon répertoire homme, travail, classification, papier pardon, et classif deep learning. Voilà. Vous ferez l'entrée pour lancer encore une fois le calcul, puis enfin, je vais vous montrer de suite, le répertoire de data va se créer, celui de result, puis saved model, avec les différents fichiers qui le composent. Et vous aurez donc un modèle vierge pour le moment, que l'on pourra entraîner dès maintenant. Maintenant que nous avons créé notre répertoire fichier d'hébergement pour notre algorithme de deep learning, nous n'avons plus qu'à entraîner notre modèle à partir des données d'entraînement et des différents arguments qui le composent, notamment la taille des patchs. Alors évidemment je ne suis pas revenu là-dessus, mais c'est bien entendu très important que votre code Python soit compatible avec les différents paramètres que composent vos jeux d'entraînement, pardon. Par exemple, le create model 1 sur lequel je me base est adapté pour des patchs de 16x16. Si vous faites des patchs de 32 par 32, il faudra moduler évidemment votre code Python, etc. Donc il y a quelques petites choses à modifier et certaines compétences en Python à avoir. Pour donc entraîner notre modèle, rien de plus simple. On utilise OTB-CLI TensorFlow Model Train. En training source, notre patch d'entraînement, donc que j'ai appelé patch train. Training source patch size x et y, donc 16x16, donc c'est évidemment la taille de nos patchs. Placeholder x, ça reste immuable tant que vous touchez pas à ça sur le code Python. Enfin, label train, pareil, sauf que ce sera les labels et pas les patchs. Donc 1 et 1, car en fait, tout simplement, ce sont des pixels, c'est la taille d'un pixel standard, 1 en 1. Y, pareil, sera immuable, tant que vous n'y touchez pas sur votre code Python, il ne changera pas. Data Result Saved Model CNN, donc c'est là que sera hébergé notre répertoire avec notre CNN vierge pour le moment. Training Target Node, donc nous on a choisi Optimizer, il existe différentes façons de faire. Ça sera sur les ressources de TensorFlow qu'on peut consulter tout ça. Validation mode classe, pareil, rien n'a changé. Enfin, validation source, donc pareil que pour train, patch validation et label validation. Donc c'est le nom que j'ai donné à mes fichiers pour la validation et le label. Enfin voilà, donc modèle save to, donc c'est très important quand même de garder cette façon. Vous devez garder data result save model, puis ajouter variable pour qu'il puisse enregistrer enfin le modèle qui sera entraîné. Bien sûr, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, vous pouvez trouver évidemment toutes les ressources et différentes informations sur l'article, mais aussi sur le GitHub. Il y a un GitHub spécialement prévu pour Orphautbox TensorFlow. Je me permets de faire ce tutoriel pour tout simplement que ce soit plus simple pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées de comprendre comment réaliser tout ce travail-là en ligne de commande. Enfin, il n'y a plus qu'à faire entrer et différentes choses vont s'afficher, ce qui n'est pas totalement important. J'ai tout de même, moi, un petit problème avec ma compilation sur coup de pie, mais c'est un problème différent. Voilà, donc tout devrait s'afficher. Hop. Et enfin, l'entraînement va commencer. C'est assez rapide étant donné que c'est des données et un modèle qui est assez simple à entraîner. Voilà. Donc en fait, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc il va faire train puis validation petit à petit. Me donner une matrice de confusion, me donner l'évolution de mes données et de mes différents scores. Donc on est déjà sur des scores assez bons pour des modèles assez simples. Et tout se fait assez vite. Hop. Voilà. Et il a déjà fini. Et enfin, donc, tout sera enregistré dans data, comme data, hop, result, save model. Et en fait, ce que vous pouvez voir que j'ai bien entendu modifié tout ça au bon moment. Enfin, pardon, que tout s'est modifié au bon moment. Tout s'est enregistré là, le 17-04-2023, ce qui est la date d'aujourd'hui. Donc, notre fichier est prêt à l'emploi pour réaliser notre cartographie.
Donc voilà, maintenant que nous avons entraîné notre modèle, il n'y a plus qu'à lancer la cartographie à partir de notre modèle. Donc tout ça se fait à partir de OTB CLI TensorFlow Model Serve, donc qui est la dernière ligne de commande que l'on va devoir faire pour réaliser notre cartographie. En source, un.il, tout simplement notre image d'entrée, notre image Pléiade avec les 4 bandes spectrales qui est déjà normalisée. La taille de nos patchs, donc d'où l'importance de vraiment mettre depuis que l'on aura entraîné nos données des patchs d'une taille similaire. Enfin, le directory vers notre modèle qui aurait été entraîné. Et enfin en out, tout simplement, le nom du TIFF que l'on veut donner à notre cartographie. A savoir qu'il est possible, comme mentionné dans l'article, qu'il est tout à fait envisageable de seulement cartographier une partie à l'échelle de l'image que l'on veut cartographier. Tout ça est tout à fait modulable. Il n'y aura plus qu'à lancer le calcul et nous aurons notre cartographie. Donc évidemment, le temps de calcul peut totalement différer par rapport au volume de données d'entraînement, à la taille des patchs, à la taille du réseau de convolution qu'on aura donné et à la taille de l'image d'entrée. Je ne vais pas lancer le calcul car j'ai déjà fait, on se retrouve tout de suite pour le résultat. Et enfin pour finir, voilà donc le résultat tant attendu de notre classification. Donc j'ai déjà au préalable créé une symbologie pour nos données. Donc en fait il nous suffit ensuite de regarder plus en profondeur la qualité du résultat d'une façon visuelle. Les métriques ont déjà prouvé une certaine qualité en termes de classification. Alors le tout est en train de charger, je suis désolé. Voilà. On peut regarder la superposition des données. Ça a l'air d'être assez correct. La qualité des traçages de route est plutôt pas mal. On peut voir la qualité de certains bocages et de certaines terres agricoles, pardon. À savoir que, évidemment, c'est une classification qui est réalisée en monodate, et donc l'aspect temporel est plus difficile à trouver vu que on ne se base que sur une seule et même image satellite. Donc, certaines choses, les métriques peuvent se dégrader forcément. Donc voilà. Je tiens à vous remercier tout de même d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère que tout cela vous aura servi. N'hésitez surtout pas à me contacter sur mon adresse mail si vous avez des questions, ou si vous êtes au bureau à l'ETG Brest, n'hésitez pas à venir me voir à mon bureau directement. Toutes les informations, les lignes de commande et les sites qui peuvent être importants pour le paramétrage de toutes vos données seront disponibles en description. Donc il ne faut surtout pas hésiter à regarder la description. Voilà, merci à tous.